jure devant Dieu et le peuple malien. Diankounda Traoré est officiellement depuis ce matin le président par intérim du Mali. Une cérémonie solennelle mais sobre pour entrer dans la fonction. Peu d'officiels présents, on compte quelques représentants de la médiation ouest-africaine. 3 semaines après le putsch du 22 mars ayant entraîné une série de crises au Mali, Diankounda Traoré succède ainsi à la junte militaire du capitaine Amadou Sanogo. Sa prestation de serment signe le retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Son intérim durera 40 jours. À 70 ans, l'ex-président de l'Assemblée nationale aura la lourde tâche de redresser un pays divisé et déjà ses premières pensées sont pour le Mali et ses premiers mots pour Kidal, Gao et Tombouctou. Ici, le ton s'est voulu menaçant et ferme. Je leur demande d'arrêter toutes ces exactions, ces pillages, ces viols. Je leur demande de quitter ici et maintenant, pacifiquement, les cités qu'ils ont occupées. Je le leur demande avec insistance et je leur demande avec fermeté. Nous ne négocierons jamais la partition du Mali. Mon vœu est que cet appel soit entendu et qu'il soit donné suite par le mouvement national de libération de l'Azawad et en Sardine. Investi ce jeudi conformément à l'accord cadre conclu la semaine dernière entre la CEDEAO et la junte militaire, le nouveau président malien devra mettre en place un gouvernement de transition consensuelle, un gouvernement qui pourrait compter une vingtaine de membres avec éventuellement des militaires en charge de la sécurité ou de la défense. Contrairement au président intérimaire qui ne devra avoir qu'un rôle honorifique, le Premier ministre sera l'homme fort de la transition au Mali en vertu de l'accord signé le 1er avril avec la CEDEAO. Il aura les pleins pouvoirs pour 3 priorités, les élections générales, la gestion de la crise au nord et la situation humanitaire. La transition sur les rails au Mali, mais le plus dur reste à faire. Le coup de force perpétré le 22 mars 2012 par le Comité national de redressement pour la démocratie et la restauration de l'État, CNRDRE, contre le président démocratiquement élu. La rébellion du Mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, et les autres mouvements armés au nord constituent de sérieuses menaces pour la stabilité de notre région, auquel il fallait et il faut absolument et résolument faire face. L'évolution de la situation au nord de cet État membre reste encore très préoccupante au regard des conséquences sécuritaires et humanitaires pour notre région et pour notre processus d'intégration, ainsi que pour la paix et la sécurité internationale. Comment ne pas dénoncer avec la plus grande fermeté la déclaration d'indépendance du Nord Mali par le Mouvement national de libération de l'Azawad le 5 avril 2012. La CEDEAO a toujours affirmé son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali. Richesse culturelle. Chaleur et couleurs rivalisent au Salon international de la mode africaine, CIMOA. C'est l'Afrique dans toute sa diversité. C'est un tissu royal. Il y a un royaume qui existe au Congo, c'est le royaume Kuba. Et ça, c'est le travail des femmes. Les hommes tissent les supports et les femmes ajoutent la décoration. Cet événement est l'expression du brassage des cultures, de la mode et de l'art. Le CIMOA 2012, c'est aussi un espace de promotion des créateurs, talents, savoir-faire, doigté insoupçonné. L'Afrique dévoile ses atouts. De la mode guyanaise à la mode ivoirienne. En passant par la Martinique. On défend le patrimoine guadeloupéen, la culture. Donc on travaille surtout sur les robes créoles, sur les graines du pays. Et on veut vraiment avoir une fabrication locale. Ce rendez-vous culturel la séduit. La culture, l'âme des peuples, socle de l'existence humaine, a une fois de plus fait tache d'huile.
Ces enfants en plein cours d'éducation civique souffrent de l'ulcère de Burili. Dans ce centre spécialisé logé au sein du service dermatologie du CHU de Treichville, ils essaient de rattraper le temps de cours perdu du fait de la maladie. La tâche n'est cependant pas aisée pour les encadreurs. Après nous avoir donné les chaises et les tables, l'État fait très peu. Bon, nous connaissons les moyens de l'État. Nous sommes encore, en plus, à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments. Allez voir s'ils pouvaient nous donner des feuilles, c'est vraiment difficile. Un environnement difficile, mais des résultats encourageants. Le petit Assémian, 4 ans, la plaie désormais cicatrisée, a, selon sa mère, su tirer profit de son passage au centre d'éveil. Nous allons faire du bien, parce que maintenant je suis venu, il comprend français, il sait écrire un peu. Les enfants, au nombre de 27, vivent au centre. Pour faciliter leur quotidien, des dons sont faits par des ONG. Depuis 2007, la Jeune Chambre internationale Abidjan initie des actions en faveur des malades de l'ulcère de Burili au CHU de Treichville. Cette année, la JCI a choisi d'aider les enfants avec des vivres et des non-vivres. Près de 100 malades que nous avons recensés, il y avait près de 80 à 90 enfants. Et les années qui suivaient, c'est à peu près le même ratio. C'est pourquoi, lors du suivi et évaluation, nous nous sommes rendus compte que c'est mieux d'aider les enfants pour ne pas qu'ils grandissent avec cette maladie. Nourriture, vêtements et surtout des médicaments. Chaque fois qu'il y a une rupture de médicaments, c'est-à-dire les antimycobactériens, la rifampicine, il y a de nouvelles lésions qu'on appelle de nouveaux foyers qui apparaissent. Ce bras-là, il y a plusieurs foyers, on peut les compter. Il y a eu même jusqu'à une complication osseuse. Vous voyez la carte doigt. C'est la maladie qui a provoqué la chute du 3e doigt. Plus de médicaments souhaités, mais aussi une meilleure prise en charge de ces enfants par le programme national de lutte contre l'ulcère de Burili. Un voyage au bout du rêve et des couleurs plein les yeux. Cet écolier vient de contempler un paysage virtuel créé par le designer américain James Turrell. J'ai vu un écran, il y avait un poisson, un œuf. Le musée mobile, un camion transformé en musée et qui parcourt le monde. Son objectif, faire découvrir aux enfants les richesses de l'art contemporain. C'est un formidable, je pense, outil de partage, d'émotion, de se reconnecter avec soi-même, de réfléchir et de penser. On est souvent très coupé de notre imaginaire. L'aventure a commencé en 2010. Elle est financée par une entreprise française. Pour l'occasion, elle a entièrement réhabilité le groupe scolaire régional de Treichville, l'école où est installé le musée mobile. On essaye de multiplier les soutiens aux initiatives qui s'occupent de l'enfance. Parce que l'enfance et la jeunesse sont l'avenir de l'Afrique. Et il est particulièrement important qu'on puisse aider les pouvoirs publics et les associations à faire des choses pour l'enfance et pour la jeunesse africaine. L'initiative est saluée par le ministre de l'Éducation nationale lors du lancement officiel de l'exposition. Kandia Camara exhorte les grandes entreprises à appuyer les actions en faveur du développement socioculturel. Le musée mobile est en Côte d'Ivoire jusqu'au 11 juin prochain à Abidjan, puis à Bouaké. La prison et l'exil auront marqué sa vie. Finalement, Ben Bella s'est éteint chez lui, à Alger, à l'âge de 95 ans. Immédiatement, les personnalités politiques viennent saluer l'un des derniers héros de l'indépendance algérienne. Tous rendent hommage à celui qui fut le premier président de l'Algérie. L'Algérie a perdu un homme d'État. C'était une personnalité qui aimait son pays et qui était connue pour son intégrité. La mémoire d'un grand homme qui a sacrifié, qui a donné toute sa vie à sa patrie. Et je crois que sa patrie reconnaissante lui rendra l'hommage qu'il faut. C'est la disparition du premier chef d'État de l'Algérie, donc c'est un événement pour nous. Et ça rappelle beaucoup de souvenirs. C'est un vieux militant de la cause nationale. Dès la fin des années 40, Ben Bella s'engage dans la lutte contre le colonisateur français. Il est l'un des fondateurs du FLN, le Front de Libération Nationale. Capturé par les Français en 1956, il est relâché à la fin de la guerre en mars 1962. L'Algérie accède à l'indépendance. En septembre, Ben Bella devient président de la République. Il lance une politique socialiste.
Sur la scène internationale, Ben Bella prône le panarabisme et l'Algérie devient le porte-voix des mouvements indépendantistes africains. En 1965, Ben Bella est renversé par le coup d'État du général Boumedienne. Commence alors une longue période de détention puis d'exil. En 1990, il rentre sur sa terre natale. En 2007, Ben Bella intègre le groupe des sages de l'Union africaine. Ironie de l'histoire, l'ancien chef du FLN s'est éteint à moins de 100 jours du cinquantenaire de l'indépendance le 5 juillet. Des funérailles nationales sont prévues vendredi. Les actions militaires cesseront jeudi matin. Dès l'annonce du cessez-le-feu mercredi après-midi, la télévision syrienne prévient déjà que l'armée réagira à la moindre attaque. Depuis, c'est l'attente, l'observation, la peur de l'explosion. Et un cessez-le-feu très fragile. 3 civils ont déjà été tués par les forces du régime, un officier tué par les rebelles. Le ministre de l'Intérieur a malgré tout promis l'amnistie aux hommes armés qui n'ont pas de sang sur les mains, des paroles qui laissent les Syriens de marbre. Kofi Annan les a peut-être convaincus d'arrêter les massacres, mais je suis sûr qu'ils ne s'arrêteront pas. Les tueries quotidiennes et le conflit ne vont pas s'arrêter. Ils ont dû cacher leurs tanks quelque part, c'est tout. La communauté internationale est elle aussi réservée sur les intentions du régime. Avant même l'annonce des premiers morts, les États-Unis étaient déjà prudents. Nous avons pris connaissance du cessez-le-feu. Il ne serait pas surpris d'apprendre que nous jugeons le régime syrien sur ses actes, pas sur ses paroles. Le Conseil national syrien a lui aussi exprimé son pessimisme. Les gens vont sortir dans la rue pour manifester et demander le départ de Bachar el-Assad. Je pense que le régime va alors réagir en ouvrant à nouveau le feu. D'après l'opposition, ce cessez-le-feu est surtout l'occasion pour les tanks du régime de se repositionner et pour la police de procéder à des vagues d'arrestations. L'opposition a appelé les Syriens à manifester. Vendredi, jour où traditionnellement le peuple descend en masse dans la rue, quelle sera la réaction de l'armée face à ceux qui demandent la chute du régime? Un mois et demi après la mort de Trayvon Martin, un jeune de 17 ans, George Zimmerman a été arrêté pour meurtre sans préméditation. Un soulagement pour les parents qui réclamaient l'arrestation du meurtrier de leur fils depuis des semaines. We wanted nothing more, nothing less. We just wanted an arrest. And we got it. Secondly, je veux également vous parler de cœur à cœur, parce qu'un cœur n'a pas de couleur. Because a heart has no color. Il n'est pas noir, il n'est pas blanc, il est rouge. Et je veux vous dire merci de cœur à cœur. Le 26 février dernier à Sanford, en Floride, le jeune garçon avait été abattu alors qu'il rentrait chez lui par George Zimmerman qui faisait des rondes de surveillance dans son lotissement. Brièvement arrêté, George Zimmerman, un blanc d'origine péruvienne, avait été relâché après avoir invoqué la légitime défense alors que sa victime n'était pas armée. Manifestation, pétition, depuis un mois et demi, l'affaire suscite une vive émotion en Amérique. Le président Obama lui-même était intervenu le mois dernier. Si j'avais un fils, il ressemblerait à Trayvon. Juste avant l'annonce des poursuites, le ministre américain de la Justice s'était lui aussi exprimé pour assurer que des actions appropriées seraient mises en œuvre si l'enquête établissait qu'il s'agissait d'un crime raciste. Pour autant, la procureure déclare avoir pris sa décision en toute équité. Je voudrais insister sur le fait que nous ne lançons pas de poursuites sous la pression publique ou à cause des pétitions. Nos poursuites sont basées sur des faits sur les lois de l'État de Floride, comme n'importe quel cas. Le nouvel avocat de George Zimmerman, qui se sentant menacé vivait caché depuis le drame, a précisé que son client allait plaider non coupable. L'affaire en tout cas a réveillé les vieux démons. Un sondage publié par le Washington Post montre une perception totalement différente de ce drame selon la couleur de peau. 80% des Noirs estiment que le meurtre de Trayvon Martin était injustifié, contre seulement 38% des Blancs.